Professeur Alain Bernard, alors, votre machine continue, elle fait de plus en plus de bruit. C'est l'objet lui-même qui fait du bruit ou c'est la machine? Non, je pense que c'est peut-être que vous perçoit peut-être le bruit. Vous nous expliquez en quelques mots, vous avez une clé USB dans laquelle il y avait un modèle mathématique, enfin une 3D virtuelle, et elle est en train de vous la réaliser, la machine. Oui, en fait, cette machine ne nous appartient pas encore. On nous l'a prêtée. Merci François qui est dans la salle de 3D Avenir. Donc, il se trouve que cet après-midi, on avait un tournage de France 3 à l'École centrale de Nantes sur cette problématique de l'impression 3D. Et plusieurs sociétés partenaires nous ont mis à disposition un certain nombre de machines, d'où la proposition effectivement d'amener cette machine pour qu'elle fabrique en temps réel devant vous un objet. Finalement, de quoi on parle? On parle de quelque chose d'un peu général, qu'on appelle depuis des années le prototypage rapide, de manière générale. C'est-à-dire comment passer très vite d'une représentation en CAO ou créée par, on va dire, de manière numérique, à un objet physique. C'est-à-dire comment on peut passer du virtuel au réel. Aujourd'hui, de par les standards qui sont en train d'être mis en place, on appelle ça de la fabrication additive. Donc c'est de la fabrication couche par couche, comme vous construisez une maison. On met en place un certain nombre de fondations, et puis au-dessus de ces fondations, petit à petit, on va créer couche par couche un objet en 3D qui va être terminé dans le temps de la table ronde. Là. Voilà. La machine ici, elle est un petit peu comme une phase 30 ans après de ce qui était le prototypage rapide, la fabrication additive dans ses débuts. Aujourd'hui, on est vraiment sur des machines qui commencent à être des machines que peut-être chacun peut imaginer d'acheter pour avoir chez lui pour fabriquer des objets personnalisés. C'est-à-dire que vous voyez cette machine, elle a la taille d'une petite cafetière électrique. Vous avez le rouleau de matière qui est un rouleau de fil ABS, de fil plastique, qui est là avec une tête qui chauffe le fil ABS, et ensuite l'ABS passe au travers d'une buse et il y a un dépôt de ce fil plastique. Alors est-ce qu'il faut qu'il y ait une conception particulière de l'objet pour que cette machine puisse fonctionner, ou est-ce que non, il peut être creux? Alors justement, le fait même de construire couche par couche fait que vous avez une variabilité des formes qui est quasi infinie. Voilà, c'est-à-dire que où on avait besoin depuis des millénaires et des siècles de tailler dans un bloc et d'être capable d'accéder à une forme pour pouvoir la mettre en forme, ici on n'a pas besoin puisqu'on empile les couches les unes au-dessus des autres, donc on peut emprisonner des détails, on peut faire des choses extrêmement intéressantes, on peut créer des mobilités, c'est-à-dire des assemblages dès la fabrication. Alors pas avec cette machine, oui, parce que là on fait du monomatériau. Et oui, c'est que du plastique là. C'est que du plastique, mais il y a des machines plastiques sur lesquelles on peut mettre ce qu'on appelle des supports, et ces supports sont ensuite supprimés et on récupère des jeux de fonctionnement et donc des mobilités à l'intérieur du système. Et il y a des machines qui vont fonctionner avec de la poudre, elle, qui va après se solidifier, pas se fusionner, mais se solidifier. Alors, certaines machines, je vais citer Phoenix System, qui est quand même un des fleurons français dans le domaine justement de la fusion laser, où là, on a une vraie fusion, parce que la chambre de fabrication est montée en température. Mais là, on parle bien de fabrication additive dans le domaine industriel. Oui. On n'est pas tout à fait dans le domaine de la fabrication de type impression 3D comme on a devant les yeux ici, où là, on est sur des machines qui coûtent, je suis pareil sous le contrôle du vendeur si vous voulez en acheter, que je fasse pas, parce que c'est moi qui rajoute la différence de ma poche après, mais qui coûte à peu près 1 500 €, je pense, pièce, cette machine-là. Donc, vous voyez ce que peut coûter un grand écran LCD ou un PC un peu musclé. Ben, voilà, on est à peu près dans les mêmes gammes de prix. Donc, où je veux en venir, ce que je n'ai pas complété tout à l'heure, je ne sais pas si je peux me lever là. Allez-y, c'est bon, bien sûr. Sur cette machine, on peut lui transférer les fichiers en Wi-Fi. Et puis surtout, on peut transférer des fichiers par clé USB. Donc j'ai fait 5 clics, si vous voulez, pour lancer la machine. C'est-à-dire, je l'ai mis sous tension, j'ai touché l'écran, j'ai sélectionné un fichier et j'ai lancé le job, enfin le travail. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est complètement intuitif. La formation a duré 14 secondes cet après-midi. C'est un temps record. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus tout idéaliser. C'est une machine, vous voyez, elle prend son temps quand même pour fabriquer des pièces. Elle va nous fabriquer une pièce, je peux la bouger là? Une pièce qui est celle-ci, vous voyez, qui est faite avec un
un matériau rigide, mais évidemment, la structure fait qu'elle est flexible, les mécaniciens comprendront. Hein. Il y a une bonne rigidité dans une direction, mais évidemment une bonne souplesse dans l'autre. Donc, si vous voulez, imaginez-vous arriver à tirer des photos. Lorsque vous arrivez à une borne, ben, vous arrivez avec une clé USB, vous avez vos photos, vous sélectionnez la photo, vous tirez la photo. Et bien là, vous avez votre clé USB, vous sélectionnez l'objet à fabriquer, vous fabriquez l'objet. Et ça, en plus, dans une société qui est une société du numérique aujourd'hui, eh bien, vous pouvez imaginer, comme vous échangez vos photos, comme les réseaux sociaux existent, eh bien, il y a des réseaux sociaux aujourd'hui de la fabrication 3D, et vous échangez des modèles, et vous pouvez fabriquer des modèles. Mais ça, je dirais que l'intérêt, fabriquer le modèle des autres, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser aussi des logiciels qui sont des logiciels très intuitifs, qui vont vous permettre de créer vos formes, de modifier des formes, de personnaliser des formes, des objets. On les trouve sur le net. Alors on trouve des logiciels de ce type-là gratuitement aussi, sur le net, oui. Et puis on peut ensuite fabriquer des objets personnalisés. Alors sur des machines comme ça, monomatériaux, bien, on a des limites qui sont liées au fait qu'on a du plastique ABS. Hein, encore une fois, vous pourrez manipuler les pièces. Cette pièce a été fabriquée cet après-midi pendant le tournage de France 3. On peut très bien imaginer fabriquer, par exemple, une cuillère qui est une fourchette qui aurait la forme de la main de l'enfant qui va l'utiliser. Alors là, ça implique qu'on fasse un scan de la main, par exemple. Eh bien, je ne peux pas tout vous dire, mais vous n'êtes pas très loin d'une certaine réalité d'un projet qui m'a été soumis il y a quelques semaines par effectivement une personne qui veut faire des couverts personnalisés qui soient adaptés effectivement à l'ergonomie de l'enfant et puis à son environnement, une certaine personnalité. Donc, je veux dire, ce sont des concepts qui sont extrêmement ouverts aujourd'hui. Une liberté de création magnifique. Voilà. Ces machines-là vous permettent d'aller dans la personnalisation, l'individualisation des objets à des coûts qui restent encore assez élevé parce que la matière coûte un peu cher. Mais il faut se rappeler quand même que les premières machines de fabrication additive, qui étaient des machines basées sur l'interaction d'un laser UV sur une résine photopolymère qui sont apparues il y a une trentaine d'années, le prix de la machine à l'époque du franc, pour ceux qui s'en souviennent, c'était 1 million de francs, 2. Voilà, pour acheter une machine qui vous faisait une pièce qui n'était pas complètement photopolymérisée à la fin, donc qui était sensible aux rayons ultraviolets, enfin tout ce que vous voudrez, mais qui a permis d'avancer sur le concept de fabrication rapide et de prototypage rapide. Voilà. Aujourd'hui, on est 30 ans après. On est aujourd'hui franchement dans une... Alors, certains voudront dire une révolution industrielle. La réponse est non. Enfin, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt une révolution culturelle. On est aujourd'hui avec une génération du numérique. Hein. On a beaucoup d'interactions de nos jeunes générations avec le numérique. Eh bien, ce type de périphérique peut faire partie du décor de la maison demain ou après-demain, comme une imprimante réseau aujourd'hui se retrouve chez nous. C'est de l'outillage portatif, enfin, c'est de l'outillage fixe portable, ça. Oui. Pour le bricoleur, pour le maquettiste, pour une famille qui a envie de jouer, qui a une créativité. Oui, déjà jouer, créer des objets originaux. Voilà. On peut créer un petit vase, on peut faire plein de choses. Est-ce qu'une entreprise peut utiliser ça pour faire un prototypage rapide d'objets de petites dimensions? Bien sûr. On n'a pas cité, alors je suis désolé, j'ai pas pu amener de visuel, et puis il y a quand même 7 principes différents de technologie d'impression 3D qui existent aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres principes qui existent de fabrication additive. Le nombre de machines qui existent est absolument ahurissant depuis quelques centimètres de champ de fabrication, on va dire, hein, de plateforme de fabrication, jusqu'à 1 mètre, voire plus. Donc on n'est pas dans les mêmes domaines et les mêmes champs d'application. Là, on est vraiment avec cette machine sur une certaine démocratisation de la fabrication additive vers de la création de concepts, de la matérialisation de concepts, de la personnalisation. Et pourquoi pas l'usage de batteries de machines comme ça dans des écoles, en apprentissage de formation, parce que la fabrication additive est exactement complémentaire à une fabrication dite soustractive, que l'on connaît, comme je le disais, avec le sculpteur ou l'usineur. Hein. Aujourd'hui, on fait des choses avec ces technologies qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà. La variabilité des technologies, des matériaux et des formes est importante. Et j'insiste une fois de plus sur le matériau. La clé de tout, c'est le matériau. Hein, voilà. Aujourd'hui, si ces machines fonctionnent, c'est qu'il y a des gens qui ont su concevoir cette tête-là, qui permet de chauffer au bon degré, de mettre la tablette au bon degré, etc., pour que le dépôt de la matière se passe dans de bonnes conditions. Alors, professeur, reprenez votre siège de professeur. À l'IRSIN, où vous travaillez sur l'ingénierie des systèmes, produits, performances, etc. Et perception. Et perception, oui. Pour l'essentiel, vous travaillez la relation entre l'objet et son utilisateur final, d'où l'intérêt du prototypage rapide, parce qu'on peut rapidement mettre un objet en main d'un utilisateur. Alors,
en fait, on est dans la conception ça aide à la conception de process de fabrication et surtout, ça aide à très vite aller à l'utilisateur final. Alors, l'équipe s'appelle Ingénierie des systèmes, au sens où nous, dans notre équipe à l'IRSIN, nous n'inventons pas de technologie. Il y a une autre équipe à l'IRSIN qui travaille sur le développement, l'équipe de Pascal Moniol et de Jean-Yves Asquette, qui travaille sur le développement de technologies de fabrication additive. Donc, eux créent de nouvelles technologies, déposent des brevets dans ce domaine. Nous, c'est pas notre cœur de métier. C'est la qualité de l'expérience. Notre cœur de métier à nous, c'est l'ingénierie virtuelle, c'est-à-dire comment utiliser les technologies du 3D et du virtuel pour, alors je fais un raccourci évidemment, pour améliorer les performances des entreprises. C'est-à-dire comment on peut développer des systèmes d'information, des bases de connaissances qui permettent de travailler à partir de technologies pour essayer d'améliorer les performances des entreprises. Donc on fait vraiment de l'ingénierie des systèmes et il y a dans l'équipe des gens qui travaillent sur les perceptions, qui vont être amenés à utiliser ce type de machine pour créer différents types de préhenseurs ou de systèmes d'interaction avec les produits pour pouvoir regarder comment tel ou tel panel de consommateurs va se comporter devant telle ou telle géométrie ou allure ou esthétique d'objet. Voilà, ce sont les travaux du professeur Petiot et d'Émilie Poisson. Alors, on a évoqué très vite, mais il y a une mallette qui est là, un appareil qui permet, qui est un scanner 3D, oui. Qui, au lieu qu'on ait une conception assistée par ordinateur de ce volume 3D qui est reproduit là, permet de fixer le volume et la totalité des détails d'un objet qu'on met dedans, et après on peut le reproduire. Donc ça, c'est la porte ouverte à quoi ? C'est peut-être même à du benchmarking, oui. Comment un produit est fabriqué, oui, je vais vous citer comment il est fait, où est-ce qu'il a été imité. Alors, je vais revenir sur le concept de base de départ, mais une anecdote, il y a pas mal de temps, je suis arrivé en 2001 sur Nantes, à l'école centrale de Nantes. Avant, j'avais eu d'autres vies, universitaires, j'entends. Et il se trouve que donc, dans le début des années 90, j'ai été amené à créer le premier centre de compétences dans le domaine universitaire, dans le domaine de la fabrication additive. C'était en 1990 à Centrale Paris à l'époque. Et à l'époque, j'avais acheté un scanner 4 axes laser, peu importe. Et dans ce cadre-là, il y a une société que je ne citerai pas, mais qui typiquement nous a demandé de faire une étude de produits de la concurrence pour justement benchmarker, pour savoir comment était fichu cet article et pourquoi, enfin c'était des articles de sport, et pourquoi tel et tel sportif de haut de gamme prenait d'abord chez les concurrents plutôt que de venir chez eux. Donc typiquement, oui, on peut avoir ce type d'application. Je disais que j'allais revenir au concept de base parce que tout ce dont on parle, c'est-à-dire le scanning, c'est quoi finalement ? La numérisation, c'est le passage d'un objet du réel dans le virtuel. Ensuite, on a imaginé la réalité virtuelle, on en a parlé là, cette interaction, cette perception. C'est comment finalement interagir avec des objets qui ont été créés directement, par de la CAO, par autre chose, et puis les objets importés du monde réel. Comment interagir avec eux, comment les mettre en scène, comment imaginer des situations d'usage. Alors ça va de choses très ludiques, mais aussi à des situations de maintenance d'avions ou d'assemblage d'automobiles ou autre chose. Et ensuite, on peut, à partir de ces objets avec lesquels on interagit, personnaliser, tester un peu dans un environnement avec des mannequins ou avec même de la perception, voire même un mix entre de la réalité physique et de la réalité virtuelle. On peut être amené à tester de l'ergonomie, à tester un certain nombre d'apparences ou autres, et puis à vouloir faire aussi des modifications, sans pour cela passer forcément par la réalité virtuelle, mais faire évoluer un objet, faire évoluer un produit. Donc on va repasser vers le monde réel par cet intermédiaire dans le numérique. Donc c'est un cercle permanent de l'objet à l'objet, c'est-à-dire qu'on part du réel, on va au virtuel, on revient au réel, ou alors on part du virtuel, on va au réel, et puis on veut le faire évoluer, etc. Donc c'est justement grâce à cette technologie aussi puissante et aussi rapide qu'aujourd'hui on peut justement accélérer cette transition, cette boucle. Au fond, la 3D permet d'accélérer, de gagner du temps énormément. Oui. Bien sûr, oui. Déjà, la CAO, on l'a vu. Je veux dire, la CAO en 3D par rapport à la planche à dessin. Oui, mais comme on peut aussi passer du réel au virtuel, là, la boucle, elle est complète. Tandis que la CAO, c'était juste du virtuel. Oui. Là, on peut regarder l'objet. On peut le plus que regarder l'objet, on peut interagir avec l'objet. Parce qu'on a des périphériques qui sont des périphériques qui font appel à différents types de sens. On n'a pas que le sens visuel tel qu'on l'a vu tout à l'heure avec les lunettes. On a aussi des systèmes à retour d'effort sur lesquels on a une sensation haptique. On bute sur quelque chose, donc on a ces perceptions-là. On a aussi des immersions sonores, on peut avoir des ambiances, etc. dans l'architecture ou autre. Donc, je veux dire, l'exploitation de cette réalité virtuelle, ces environnements d'immersion,
fabrication est multiple en fonction des applications. Donc en fait, la réalité virtuelle, elle va au-delà de la 3D puisqu'elle intègre d'autres éléments de perception et d'interaction avec l'environnement, c'est ça? Oui, disons qu'on se sert d'une représentation 3D pour avoir une meilleure perception, pour pouvoir interagir avec l'environnement. Il y a des opérateurs qui sont formés aujourd'hui sur le 3D grâce à ces environnements-là. Merci beaucoup, professeur. Je vais revenir vers vous après. Michael Caromnes, vous prenez un micro, vous devez en avoir un sur votre sacoche. Voilà. Vous avez créé il y a un peu plus de 5 ans Cedreo Interactive, qui a donc pris place sur le marché de la 2D, comme je le disais tout à l'heure, mais comme vecteur de promotion de produits. Alors, vous étiez au Canada, vous avez un studio au Maroc, etc. Qu'est-ce que vous faites très précisément et comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors en fait, la vocation de Cedreo, en fait, elle est partie d'un constat, c'est que aujourd'hui la 3D est très utilisée dans les entreprises et on voit encore là les cas d'usage, mais elle est utilisée dans un cadre. Alors c'est souvent Dassault Systèmes qui utilise ce terme-là, le Product Lifecycle Management, le cycle de vie du produit qui va de la conception jusqu'à sa fabrication. Mais très rarement, on voit des cas d'usage pour la partie marketing ou commerciale. Et quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que souvent, ce sont des applications faites par des techniciens pour des techniciens et pas forcément dédiées à l'utilisateur final ou au commercial qui, en général, a un niveau d'appréhension informatique assez proche. Alors, mais là, vous êtes confronté, vous, directement, ne dites pas du mal des commerciaux, parce que... Ah oui, aujourd'hui, je suis le premier commercial de Cedreo, donc... Voilà, bon, voilà. Et vous avez des connaissances informatiques. Mais là, vous avez tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors, qu'est-ce qui motive vos clients pour venir vous acheter des produits, des prestations informatiques qui introduisent la 3D? Alors, elle n'est pas stéréo, là. Hein. Elle est 2D. C'est un substitut de 3D, une vision 3D. Mais... C'est ce qu'on appelle la 3D temps réel, 3D interactif. Donc, en fait, notre métier aujourd'hui, c'est de réaliser cette image-là. Alors, aujourd'hui, cette image, pour la réaliser dans soit par un bureau d'études, soit par un prestataire en infographie, le prestataire va mettre ou l'utilisateur va mettre entre, on va dire, une demi-journée à une journée pour réaliser l'image. Et avec nos outils, on va pouvoir réaliser cette même image en une vingtaine de minutes. Et c'est là qu'on vient nous apporter en fait de la valeur ajoutée, c'est qu'on a des applications qui sont très simples à utiliser, qui sont souples puisqu'elles fonctionnent sur Internet. Là, c'est le cas de cette application-là, qui est une application pour les décorateurs d'intérieur et qui fonctionne en ligne. Qui sont souples à utiliser, ne nécessitent pas forcément un poste très puissant et qui sont in fine séduisantes puisqu'on reste toujours dans une phase d'avant-vente et la finalité c'est de séduire le client. Donc derrière en fait le retour qui est attendu de nos clients, il y a 3 types de retours. C'est évidemment augmenter le taux de transformation, donc ça veut dire convertir son prospect en client en lui donnant à voir ce qu'il aura chez lui. Donc on a un cas concret qui est sur le slide suivant. Certains reconnaîtront dans la salle puisqu'on l'a fait avec Orkeis qui est présent. Voilà, là c'est le cas concret d'Akena Véranda. En fait, leur problématique c'est qu'ils avaient un configurateur qui permettait de réaliser des plans de véranda mais en 2D. Donc réussir à projeter Monsieur et Madame Michu, et je dis ça sans être péjoratif, mais Monsieur et Madame Lambda ou Michu d'ailleurs c'est un nom chinois. Alors, oui. Hein, voilà. C'est pas du tout péjoratif. Qui n'ont pas forcément de facilité à appréhender une lecture du plan. Ce qu'on a fait là, avec Orkeis, c'est qu'on a extrait en fait ces données-là pour les retraduire en 3D et venir derrière simuler l'intégration de la véranda sur la photo du client. Alors, et le but derrière, c'est de réaliser, c'est très concret, c'est de réaliser une vente de plus par mois par commercial. Alors, qu'est-ce qui entre en jeu? C'est un outil qui pallie l'absence d'imagination du client ou c'est un outil qui augmente sa faculté d'imaginer parce que l'image, elle est faite, elle est mobile, elle a la profondeur, elle se situe dans son cadre parce que c'est son appartement qui a été dessiné ou sa maison. Qu'est-ce qui entre en jeu? Ça excite l'achat. C'est souvent, et c'est très souvent un besoin de réassurance en fait.
puisque alors là j'avais pensé moi à deux cas assez démonstratifs. Dans l'immobilier, on est dans le même cas de la vente sur plan, bien généralement, sur des biens neufs. C'est quand même pas un achat anodin en plus, puisque c'est souvent un engagement pour une vingtaine d'années. Aujourd'hui, se projeter sur une vue en image de synthèse et une vue sur plan, c'est pas la même chose. Et on a de grandes chances d'améliorer son taux de transformation si on donne à voir et si on permet de visualiser et voire même de traiter les objections et de moduler. Donc réassurance, c'est toujours la qualité d'expérience du client qui est en cause. C'est ça. C'est exactement le fil rouge là encore. L'expérience, ça revient beaucoup parce que dans la personnalisation de produits, c'est quelque chose qui est vraiment très présent aujourd'hui chez les industriels. Et c'est cette expérience-là qu'on va essayer de proposer derrière à l'utilisateur, puisque aujourd'hui, configurer un produit sans le voir, c'est toujours problématique. Et c'est le propre de la configuration, justement. Et nous, là, on vient apporter un outil. Alors, ces paramètres de réassurance, je suppose que ce n'est pas juste la réassurance. Il y a des paramètres très précis que vous avez analysés, décortiqués. Est-ce qu'ils sont mesurés? Est-ce qu'ils sont mesurables? Est-ce qu'ils sont mesurés? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est une augmentation du taux de transformation chez nos clients, donc qui varie après en fonction du cas d'usage. Taux de transformation des prospects. Voilà, taux de transformation des prospects. Si, par exemple, Akenas dit avec chaque commercial, je vais faire une vente par mois pendant les mois de plein boom, là, on sait mesurer derrière la différence entre... D'accord, mais vous n'avez pas mesuré les paramètres qui emporte la décision, l'élément de la réassurance. Alors, il y a plusieurs paramètres qui vont arriver. Je pense que la qualité du résultat final, son photoréalisme. Il faut que vous vous tourniez vers des chercheurs, ils vont vous décortiquer tout ça, vous faire une analyse de la qualité de l'expérience. Alors, c'est cher d'acquérir pour une entreprise, d'acquérir vos prestations, vos produits, dites-nous. Alors peut-être que vous ne pouvez pas nous dire un prix, mais de l'ordre de là. On parlait tout à l'heure du retour sur investissement. Nous, ce qui est assez paradoxal dans le logiciel, c'est que le logiciel, il a le prix qu'on veut bien lui donner. Puisque pour nous... il a le prix qu'on veut bien l'acheter aussi. Exactement. Et le prix qu'on lui donne, c'est le prix auquel les gens l'achètent, en fait. Ah bien. Voilà. Et ça tombe bien. Le prix auquel les gens l'achètent, c'est souvent basé sur le retour sur investissement. Donc le retour sur investissement chez un constructeur de maisons individuelles va pas être le même que chez un décorateur. Et c'est pour ça qu'on segmente... Mais parce qu'on ne va pas faire une maison de plus par mois par... Encore que. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Bon sang. Donc, d'où l'intérêt de mesurer ça, parce que ça, c'est un argument de vente pour vous. Voilà. Alors, donc la question du coût ne se pose que dans ces termes-là. C'est quel est le retour sur investissement, c'est-à-dire la durée. On a aussi, nous, des coûts internes, puisque dans une partie de notre activité, on adapte nos logiciels aux besoins du client. Là, par exemple, en ce moment, on travaille pour Château d'Axe, et on a 500 meubles à intégrer. Donc là, il y a forcément un coût. Alors, soit ce coût est pris en charge par le client en interne, soit il l'externalise. Dans ce cas-là, il nous a sous-traité ce travail. Il y a nécessairement un coût important dans ce et type donc, mais d'utilisation. lui, il a fait son calcul de retour sur investissement. Il sait ce que ça va générer comme plus vente. Exactement. Et voilà. Vous travaillez sur quelle piste d'avenir pour garder votre situation de leader là pour l'instant? Si c'est pas trop dévoilé. Non, sur les pistes d'avenir, nous c'est simple. Notre vision de nos produits, c'est ce qu'on appelle les 3 S. Faire des produits simples, des produits souples et des produits séduisants. Et c'est par itération sur ces 3 S qu'on travaille. Donc plus de souplesse, diffusée sur le maximum de plateformes possibles. Aujourd'hui, il y a les plateformes mobiles. La séduction, donc là on l'a vu tout à l'heure avec un nouveau moteur de rendu en fait, qu'on a intégré et qu'on a lancé officiellement la semaine dernière, donc qui permet d'avoir un résultat, une qualité visuelle en fait, et on avance toujours par itération. La même chose, la simplicité. On a souvent nous l'habitude de dire que nos produits sont matures, qu'à partir du moment où on n'a plus rien à enlever dedans en fait. Quand je vous ai connu la première fois, vous travailliez sur la présentation de chemises sur des mannequins en 3D, oui, pour leur donner du volume, du rendu, du tombé, que sais-je, quel est le vocabulaire de la confection. Vous avez sans doute vu qu'il y a maintenant des boutiques de
de vêtements sur mesure qui font rentrer le client dans une cabine scanner comme votre petite mallette, professeur. On prend les dimensions exactes de la personne. Je suppose qu'il est en sous-vêtements quand même, malgré tout. Voilà. Je confirme. Bon. Et après, alors on ne met pas une machine pour fabriquer, pour tisser le... Non, après, il y a 3 semaines de fabrication. C'est quelque chose qui ouvre encore le champ. Enfin, la 3D, décidément, elle va être partout. Comment vous ressentez ça, vous, comme flaireur de marché? On ne s'est pas concerté avant. Il y a un de ces 3 acteurs en fait, avec lequel on est en discussion avancée en ce moment. En fait, nous, sur le marché, ce qu'on sent, c'est vraiment une tendance forte qui s'appelle le marketing expérientiel. Donc on essaye de transformer la vente, en fait, donc la partie avant-vente, la vente et même l'après-vente en expérience pour donner une perception plus qualitative du produit. On le voit par exemple aujourd'hui chez Apple, par exemple. Et puis fidéliser aussi le client. Et donc un des leviers justement pour créer l'expérience, et je trouve que justement effectivement le terme d'expérience revient, et c'est en ça que sans cesse c'est toujours là-dessus qu'on est aujourd'hui. Un des leviers de l'expérience, c'est de personnaliser le produit et de donner l'impression à... Il est unique puisqu'il est fait pour mon Exactement. corps, Voilà. ou mon usage. Tout à fait. Vincent Guérin, vous avez créé MG Design il y a un peu plus de 10 ans. Bonjour. Votre entreprise réalise des maquettes virtuelles interactives pour l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'industrie et la muséographie. Alors, spectre large, une espèce de grand écart, on pourrait dire aussi. Ça ne peut pas être la même approche, mais c'est la même technologie. Alors, expliquez-nous ça un peu et rassemblez le tout. Le tout. En fait, en termes d'approche, on n'est pas très éloigné dans les différents sujets. Nous, notre métier, en fait, est de réaliser des applications 3D qui sont des outils de médiation qui vont permettre d'expliquer des sujets complexes, que ce soit des projets d'aménagement du territoire, que ce soit des projets urbains à l'échelle d'une agglomération, que ce soit des processus industriels ou des produits, mais pas comme dans le cadre de Cedreo, des produits qui sont dans un processus relativement complexe. Et donc, nous, on réalise des applications 3D, effectivement, avec la même technologie, dans tous les cas. Et dans 2 cas de figure, on a majoritairement des outils de communication. Et ça commence par là. Ça commence par là, tout à fait. Des outils de communication qui sont utilisés sur des lieux publics pour expliquer un projet. Là, on a fait, je sais pas si... c'est un pêle-mêle d'images... Là, par exemple, c'est pour le musée du château de Blois qu'on livre fin janvier. C'est sur 6 grands pupitres qui sont dans la salle des États généraux de Blois. Pour transformer l'humain en oiseau, là. Alors là, voilà, l'idée, c'est de comprendre l'architecture du château de Blois à travers 6 époques. Et donc, c'est des pupitres tactiles avec des écrans qui font une dimension d'environ 3 mètres pour chaque époque. Et sur chaque écran, on va manipuler, ce qu'on ne voit pas très bien sur cette image, on va manipuler la maquette 3D du château et on va basculer d'une époque à l'autre pour voir quand une tour apparaît, etc. Et on va aller chercher de l'information pour savoir les grands courants artistiques de cette époque, les événements de l'histoire de France qui y correspondent, etc., etc. Donc ça, c'est un cas d'usage. Dans l'urbanisme, on va avoir finalement... C'est pas que de la communication, c'est de la médiation. Comment dire, on véhicule de la culture, là. On crée de la culture. Tout à fait. Et on la décortique bien, finement. On n'a plus besoin de voir que là, effectivement, il y a un truc. On le voit. Tout à fait. C'est vrai que le volet culturel, c'est vraiment la médiation. Ça, c'est le projet de réaménagement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Donc c'est amusant parce que ce projet, on a travaillé pendant 6 ans et demi dessus, en outil d'aide à la décision. Donc c'est-à-dire c'est une application 3D qu'utilisait la maîtrise d'ouvrage, un syndicat mixte, pour valider en réunion les différents équipements qui étaient prévus. Par exemple, le barrage qui est ici. Le pont passerelle, le parc de stationnement, etc. Donc au fur et à mesure des études qui étaient faites par la maîtrise d'ouvrage et les différentes maîtrises d'œuvre, on les intégrait dans une maquette 3D que la maîtrise d'ouvrage manipulait pour faire ses choix, effectuer ses choix. Je ne dirais pas que ça se substitue aux vraies études techniques, au plan, etc. Non. Mais ça aidait à contribuer à... Mais là encore, voir augmente la compréhension. Tout à fait. Et puis on est face toujours à une problématique, c'est qu'il y a des réunions de travail, il y a des élus qui doivent prendre des décisions, etc. Et comme la plupart des gens dans cette salle, les gens ne savent pas lire des plans. Et voilà, la maquette 3D,
aide à mieux appréhender certains aspects. Donc c'est marrant parce que, d'ailleurs, on pourrait faire un petit parallèle sur les technologies. Avant 2000, le prestataire précédent qui travaillait sur cette maquette 3D, avec les technologies de l'époque, déplaçait d'une certaine ville en France un camion avec un ordinateur pour voir la maquette virtuelle. Donc quand la maîtrise d'ouvrage devait utiliser cette maquette, c'était un ordinateur avec un camion. Nous, on est arrivé après la génération 2000. On a proposé des outils qui sont sur des ordinateurs portables, qui sont avec les performances graphiques qu'on connaît aujourd'hui. Et là, j'étais hier au Mont-Saint-Michel, puisqu'on réfléchit maintenant à la médiation. Maintenant que toutes les études sont terminées, on est sur une phase vraiment de communication sur tous les différents équipements. Et là, on a réfléchi en mobilité pour avoir ces mêmes applications sur des tablettes, sur des smartphones. On est passé des moyens de la Rockstar, le camion, au moyen actuel, le gros studio dans un portable. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et même sur une tablette. Ça coûte cher de faire une maquette comme ça, je suppose, parce que 6 ans, oui, il y a de la matière grise là-dedans, il y a du temps, etc. Donc, ça ne peut pas être qu'une maquette d'aide à la décision. Alors que pour être d'aide à la décision, il faut qu'elle soit hyper fine, qu'elle soit très technique, parce que les décisions sont techniques. Après, ça peut servir à la com. Est-ce que ça peut servir à la maintenance éventuelle? Alors, ou à la mesure des flux Il y a énormément de sujets sur lesquels les maquettes virtuelles peuvent être utilisées, en maintenance, en formation, etc. Nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop éparpillé. On est resté sur le domaine de la médiation, de la communication et de l'aide à la décision sur ce type de projet. Là, on a un autre cas d'usage qu'on a livré début décembre, donc pour une exposition d'urbanisme qui s'appelle Orléans 2025. On a donc fait, donc ça c'est des produits qu'on fait assez souvent. On l'a fait sur Nantes sur de nombreux projets. On l'a fait sur Le Mans en septembre. Donc là, c'est l'agglomération complète d'Orléans qui est représentée en 3D à l'horizon 2025. Pourquoi une maquette 3D dans une exposition d'urbanisme ? Parce que c'est la seule manière qu'a trouvé la maîtrise d'ouvrage pour expliquer les grands enjeux d'urbanisme. Et sur une maquette 3D, à la différence d'un plan, on voit se dessiner vraiment les projets. On va comprendre pourquoi certains axes sont situés autour d'un projet d'équipement de transport en commun, pourquoi on le fait en transport en site propre, etc. Donc ça permet d'avoir une masse d'informations. Je suis désolé encore une fois qu'on ne voit pas grand-chose sur cette image, mais puisque là, on peut zoomer... on peut zoomer des points. On peut se rapprocher complètement librement sur. Là, on est à un niveau de détail. On peut aller évidemment encore beaucoup plus loin de ça, presque jusqu'à hauteur d'homme sur certaines opérations. Et voilà. On rentre dans la termitière, là, d'une certaine manière. Oui. Bien que termitière soit une connotation péjorative s'agissant des hommes. Alors, c'est vrai que nous, on a une spécificité sur la gestion des grands volumes de données. Et c'est vrai que là, on n'est pas loin des problématiques de bases de données, de cartographie complexe. Alors, à quoi ça va leur servir ? Est-ce que ça va servir derrière encore à autre chose qu'à ce qui était juste montrer, faire comprendre aux gens les raisons pour lesquelles ces options-là ont été prises ? Est-ce qu'il y a un recyclage possible aussi ? Oui, parce que c'est des outils qui sont complètement évolutifs. De par les technologies qui sont utilisées, c'est extrêmement simple de remplacer un bâtiment par un autre, d'afficher des couches différentes d'informations pour ne voir que la couche paysagère, que la couche transport, que la couche... Et d'introduire des données de transport réel. Voilà, tout à fait. Avec une transformation en représentation modélisée en 3D de Fabien Picaroune qui vous fait comprendre d'un seul coup pourquoi il y a des embouteillages. C'est pas parce qu'il y a trop de voitures, c'est pour autre chose. On peut comprendre des trucs comme ça, c'est ça ? Alors, ce qui est possible aussi, c'est que ces maquettes aujourd'hui, elles sont connectées, elles sont en ligne, on a accès à de l'information, donc on peut, alors là c'est pas le cas sur celle-ci, mais on peut se connecter à de l'open data et effectivement avoir toutes sortes d'informations disponibles. À vous entendre, on a l'impression qu'elles sont perfectibles dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des technologies nouvelles agrégeables, elles vont pouvoir être agrégées. C'est ça ? Alors elles sont perfectives, comme je le disais, en termes d'évolution sur le contenu, mais aussi en termes de support. On n'en a pas encore parlé avec l'agglomération d'Orléans. Et je pense qu'inévitablement, on passera sur une version sur tablette, sur iPad par exemple, ou autre, parce que on l'a fait sur Le Mans. On va pouvoir le faire aussi plus rapide en réponse, on va pouvoir le faire plus juste en rendu des textures de matériaux. Après, c'est le coût. La 3D coûte cher à produire en termes de modélisation. Et, on va avoir l'équipement ad hoc. Là, c'est une autre opération, c'est sur les Dervalières en septembre.
puisqu'on dispose d'une... Avec le même principe. Voilà, le même principe. On dispose d'une maquette de l'agglomération de Nantes. Et donc pour Nantes Aménagement, voilà, on a fait une maquette à destination des habitants pour des réunions de présentation publique, pour expliquer le devenir du quartier des Dervalières. Et c'est toujours des outils qui sont utiles à la réflexion des urbanistes, parce que là, ou pas encore. Non, là il y a encore un décalage peut-être générationnel, mais c'est vrai qu'on est encore dans des outils de communication, de médiation. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où ce qui va servir d'aide à la décision et ce qui sert à l'aide à la communication, à l'aide à la maintenance, tout ça va se fusionner et puis finalement elle sera en plusieurs dimensions supplémentaires à la 3D, la maquette. On aimerait bien que tous ces univers se fusionnent et des points de jointure, mais il y a encore, je pense que mes camarades de jeu en parleraient autant que moi, mais il y a encore beaucoup d'incompatibilité, de verrous techniques entre les différents métiers. Ouais. Alors, dans le bâtiment, il y a un plan très particulier qui s'appelle la synthèse technique, qui rassemble tout. C'est-à-dire qu'il y a tout, l'électricité, les fluides, les gaines, l'air, machin, etc. C'est absolument illisible en plan, mais en maquette virtuelle 3D, c'est fabuleusement lisible. Tout à fait. Et on peut modifier, on peut avoir des réunions de chantier préparatoire au chantier, puis dire là on va pas pouvoir passer, on va avoir un problème de fabrication, et puis après on peut voir où on peut l'utiliser pour la maintenance. Au fond, c'est ça l'idée de la fusion, parce que la synthèse technique fusionne. Alors, il y a effectivement des maîtrises d'ouvrage qui commencent à faire des maquettes globales d'un ensemble d'un projet de bâtiment. C'est encore rare. C'est destiné surtout à des gros projets. Nous, on a eu la chance, par exemple, sur le Mont Saint-Michel, d'avoir à travailler sur cette maquette. Après, voilà, on sent qu'il y a encore... les budgets sont encore conséquents et les mentalités doivent encore évoluer sur ce sujet. Alors, vous avez une position forte sur le marché. Qu'est-ce que vous faites pour garder l'avance que vous avez ou garder la posture que vous avez? Vous travaillez sur des choses secrètes dont vous nous reparlerez dans quelques années, au 50e Position forte, je ne sais pas si j'irai jusque-là, on n'est pas les seuls à faire ce type de produit. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a deux axes sur lesquels on travaille. Il y en a un, c'est pas nouveau, on a toujours mis en avant, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que les applications 3D qu'on réalise, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on pouvait imaginer qu'il y ait besoin d'une formation, que ce soit une personne qualifiée qui l'utilise. Ça, c'est depuis longtemps terminé. Et c'est vrai que, par exemple, pour le groupe DCNS, pour qui on travaille beaucoup, sur des applications 3D, même d'aide à la décision, en industrie, elles sont utilisées par des gens qui ne sont pas forcément qualifiés pour manipuler des modèles 3D, ou même par des chargés d'affaires qui doivent utiliser l'application. Et si la courbe d'apprentissage est trop longue, les outils ne les prennent pas. C'est-à-dire qu'on s'est arrivé, il y a des maîtrises d'ouvrage qui ont commandé des outils et qui n'ont pas été utilisés tout simplement par leur complexité. Donc c'est vrai que nous, on met toujours très en avant l'ergonomie, que ce soit du côté de la décision, pour les professionnels, ou que ce soit du côté communication pour le grand public. Vous travaillez la qualité d'expérience du client. Voilà, exactement. Je rejoins ce que disait Michael, c'est vraiment ça. Ce qui n'est pas toujours simple. Parce que lui, il jubile, parce que qualité d'expérience, voilà. Ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on est bien souvent sur des écrans qui sont 2D, et il faut se déplacer dans des univers 3D et les manipuler. Et avec l'avènement du tout tactile, évidemment, majoritairement, on fait des applications qui sont tactiles. Et voilà, il faut trouver des interfaces simples ou autres, mais tangibles. Par exemple, pour le départ du Vendée Globe, là, qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, on a fait un simulateur de bateau pour le Conseil général de la Vendée, pour le grand public, sur le pavillon au départ. L'interface, il y a 15 ans, 10 ans, on l'aurait peut-être fait avec une souris, un écran tactile, que sais-je. Là, on l'a fait avec une barre à roue de bateau. Et à retour d'effort. Je parlais de système haptique, on en est là. C'est-à-dire qu'il faut le bateau, la seule interface, c'est une barre, et on choisit dans les menus le bateau qu'on veut utiliser, l'épreuve que l'on veut faire, et voilà. Et ça, du coup, le succès est là parce que c'est palpable. Tout le monde sait manipuler un volant et conduire un bateau. Donc, ce qui était ludique comme objet, comme motif, peut être utile pour tout ce que vous dites, tout ce que vous venez d'évoquer en disant qu'il faut que l'apprentissage soit simple et court. Oui, tout à fait. Au fond, vous allez avoir des retours, non pas de force, mais d'expérience, là aussi.